Vincent et Théo de Monica Del Blanco. Vincent et Théo étaient des amis inséparables. Opposés mais complémentaires, ils étaient toujours ensemble, dès leur arrivée à l'école chaque matin jusqu'en fin de journée. Et souvent l'un dormait chez l'autre puisqu'ils étaient voisins. Ils vivaient à Lugo, une petite ville méditerranéenne, dans la région de Galice en Espagne. Théo était grand et très mince. Ses cheveux noirs et raides encadraient son doux visage. Toujours souriant, il était très habile avec les mots et son ton de voix vous donnait envie de l'écouter. Ses grands yeux verts pétillaient. À l'inverse, prendre la parole en public était un vrai calvaire pour Vincent. Extrêmement timide, il bafouillait et en venait parfois même à bégayer. La chevelure de Vincent, rousse et bouclée, était sans doute son trait le plus caractéristique. Ses cils roux encadraient délicatement ses yeux bleus profonds. Ses taches de rousseur lui donnaient un air timide, et il semblait toujours rougir même lorsque quelqu'un lui posait une simple question. La famille de Théo était bien connue et respectée dans le village. Pendant plusieurs générations, ses arrière-grands-parents, ses grands-parents et même son père se sont dédiés à la pâtisserie. Chaque matin, Fermin, le père de Théo, traversait la rue pour rejoindre sa petite boulangerie du centre. Les clients venaient très tôt le matin pour déguster ses créations. Pain et baguettes pétris à la main, tresses aux flocons d'avoine et aux graines de tournesol, petits pains au fromage, croissants, quelques beignets. La rue principale embaumée du délicieux parfum de pain fraîchement cuit, et Fermin souriait béatement, sachant que ces pains et pâtisseries nourrissaient bien plus l'estomac de ses clients, mais aussi leur âme. «Bonjour Fermin!» lança joyeusement Madame Lola. C'était une dame âgée de près de 90 ans qui vivait à côté de la boulangerie et était sa première cliente tous les matins. Fermin lui répondit et emballa soigneusement la baguette la plus dorée, car il savait que c'était sa préférée. Il connaissait presque tout le monde dans le village. Il connaissait les goûts de ses clients et de leurs enfants. Il essayait de se souvenir des noms de tous les enfants, et pour eux il préparait spécialement de délicieux biscuits au pain d'épices, à l'orange, aux pépites de chocolat, à la vanille et à la cannelle. Lorsqu'ils rentraient de l'école, les petits passaient au magasin, toujours imprégnés du délicieux parfum de pain cuit, et recevaient leur part de gâteau des mains de Fermin, toujours souriant, de qui son fils Théo avait sans aucun doute hérité sa sympathie. «Salut Maël! Regarde comme tu as grandi! Chaque jour de plus en plus grand, encore plus qu'hier!» dit Fermin à l'arrière-petit-fils de Lola. Le garçon lui sourit et tendit sa petite main pour recevoir un de ces délicieux gâteaux. «Joaquin, comment vont tes parents? Je ne les ai pas vus depuis longtemps. Dis-leur bonjour de ma part, d'accord?» Fermin était attentif à tous ses clients. Ils étaient ses amis. La veille de Noël, la boulangerie avait un charme particulier. Elle était décorée de rubans rouges et verts, ainsi que de petites clochettes en argent. Des lampes blanches et dorées illuminaient l'intérieur de la pièce, dont le bois brillant donnait une sensation de chaleur. À côté de l'entrée se trouvait un très grand sapin de Noël. Toute la ville avait participé à sa décoration. Des fleurs naturelles, des roses de couleur pâle et les fameuses fleurs de Noël d'un magnifique ton rouge. Quelques guirlandes de gui, des étoiles dorées, des petits anges aux ailes argentées, des boules colorées et de petites lampiotes très discrètes. La grande étoile dorée sur la pointe
fut placé le jour du réveillon. Tout le village et surtout la boulangerie étaient décorés. Les boutiques de la rue principale avaient décoré leurs fenêtres avec des illustrations de Noël. Sur la pergola, ils accrochaient des guirlandes de lumière multicolores. Ici et là, des musiques de Noël étaient chantées par les enfants de la chorale. Enfants comme adultes s'amusaient à faire des bonhommes de neige, en utilisant des carottes pour faire le nez et des prunes pour les yeux. Et ils avaient l'habitude d'ajouter des chapeaux et des foulards, remplissant ainsi la ville de touches de couleurs. Les habitants portaient des bonnets, des gants et des foulards multicolores. On ne pouvait apercevoir que leurs yeux. Les enfants jouaient à deviner qui se cachait derrière tant de couches de vêtements. C'est justement à la période de Noël que Vincent arriva pour la première fois au village avec ses parents. Ils étaient originaires de Bergen, en Norvège, et son père, médecin de profession, avait trouvé un emploi et de nouvelles opportunités en Galice. Ce n'était pas facile au début. Une langue, des coutumes, un climat complètement différent. Cependant, il y avait quelque chose que Vincent aimait par-dessus tout, la douce chaleur du soleil. Il était fasciné par le reflet des rayons du soleil sur les montagnes derrière le fleuve Minho. Il aimait profiter des balades en forêt, si différentes de sa ville natale presque toujours nuageuse. Il en profitait pour connaître un peu mieux les lieux et apprécier ces moments de solitude pour pratiquer à voix haute les quelques mots et expressions qu'il avait appris. Il avait étudié l'espagnol avant d'arriver, mais ce n'est qu'une fois sur place qu'il commença à le pratiquer vraiment. C'est au cours d'une de ces balades qu'il rencontra Théo. En observant les alentours, il aperçut un étrange tas de pierres qui, reposant les unes sur les autres, paraissaient le fait d'un être surnaturel. «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» se demanda Vincent à haute voix, pour tester une nouvelle fois sa prononciation. «Cela s'appelle la peine de Rhodès», lui répond Théo, qui, caché par les énormes pierres, ne pouvait pas être vu par Vincent. Vincent sursauta, déjà abasourdi de voir qu'il avait posé la question correctement, mais surtout d'avoir obtenu une réponse et de l'avoir comprise. Il marcha prudemment parmi les rochers et découvrit le sourire malicieux de Théo qui se promenait avec Duc, son énorme chien, un mastif. Le chien s'avança devant Théo et commença à renifler Vincent qui lui caressa doucement le dos. Théo s'approcha et lui tendit la main pour le saluer et se présenta. «Je suis Théo, ravi de te rencontrer. Tu dois être Vincent le Norvégien, non?» Vincent lui sourit en pensant. Les nouvelles se répandent vite dans ce village. Ils passèrent le reste de l'après-midi ensemble, en compagnie de Duc, qui courait et sautait à côté d'eux. Théo lui servit de guide et lui montra tous les recoins du village ainsi que les remparts. Ils se promenèrent dans de petites ruelles aux noms compliqués. Vincent lui posait plein de questions, et malgré la barrière de la langue, il ne se sentait pas timide en parlant à Théo. Le chaud soleil d'hiver les avait accompagnés sur le chemin du retour. Arrivé dans la rue principale, Théo avait amené Vincent à la boulangerie de son père. Dès qu'il franchit la porte, l'odeur caractéristique des amandes et des pâtisseries envahit l'atmosphère, la rendant irrésistible. La chaleur de l'intérieur contrastait avec le froid extérieur. Vincent retira sa casquette tissée, laissant ses cheveux roux à découvert. Sarah, la grand-mère de Théo, les observait depuis la cuisine. Elle s'essuya les mains sur son tablier blanc et fit signe à Vincent de venir. «Vincent, je prépare ça pour la première fois. Essaie et donne-moi ton avis.» «C'est d'Istolane», lui dit Vincent,
heureux de manger à nouveau ce pain si spécial de Noël, typique de l'Allemagne et des Pays-Bas. C'est bon, lui dit Vincent, mais il se corrigea immédiatement et lança. C'est exquis. Tous les trois discutèrent longuement au sujet des desserts proposés dans la boulangerie. Vincent riait du nom de certains d'entre eux, scone ou crème brûlée. Il goûtait à tout, appréciant les saveurs si différentes de celles de son enfance. Mais il aimait particulièrement les petits biscuits en forme de petits bonhommes à la cannelle et au pain d'épices, avec leurs petits yeux et leurs bouches en sucre glace si typiques de sa région. À Noël, ils avaient été dessinés avec des petits bonnets rouges qui les rendaient irrésistibles. Ils avaient presque pitié de les manger, car ils les trouvaient si beaux, si mignons. Lorsque l'horloge du village indiqua 6 heures, Vincent proposa à Théo de l'accompagner jusqu'à la grande maison où il vivait avec ses parents. Elle se trouvait à quelques pâtés de maison du centre, et depuis l'étage, on pouvait y entrevoir le fleuve Mignot, illuminé par le coucher du soleil. Il profita de l'occasion pour montrer à Théo certaines de ses œuvres. Il avait étudié le dessin et la peinture depuis son enfance. Il trouvait plus facile de s'exprimer avec les couleurs et les toiles qu'avec les mots. Je vais peindre ce coucher de soleil, dit-il à Théo. Comme ça, on pourra s'en souvenir toute notre vie. Il mélangea les différentes couleurs sur la palette, des pigments jaunes, oranges et rouges. Théo regardait avec fascination les coups de pinceau que Vincent donnait avec dextérité sur la toile. Dans le ciel, les rayons jaunes cédèrent place à l'orange, et les rayons du soleil s'estompèrent. Vincent comprit qu'il ferait bientôt nuit, et le fit remarquer à Théo. Ce sera une belle nuit étoilée. Le ciel est clair, et c'est la pleine lune. Vincent changea alors sa palette pour y mettre des tonalités plus froides. Bleu intense, vert et noir. Il garda la couleur jaune pour les étoiles. Il commença par faire de subtiles corrections à sa peinture. Il peignait ce qu'il voyait tout en parlant avec Théo. Au loin de l'autre côté de la ville, les habitants allumaient une à une leurs lumières qui éclairaient le vieux quai en bois où ils avaient essayé de pêcher ce jour-là. Vincent dessinait les étoiles avec beaucoup de détails, en utilisant une peinture jaune intense, presque solaire. Le ciel bleu était rempli d'étoiles, et au-dessus d'elles, avec son intense couleur blanche argentée, on pouvait apercevoir la lune, brillante, céleste. Vincent travaillait méticuleusement. Il se penchait par la fenêtre pour mieux voir, essayant de capturer chaque changement de couleur dans le ciel. Au loin, il aperçoit ses parents marchant le long de la rive pour entrer à la maison. Il les ajouta au paysage pour figer ce moment. Par de petits mouvements subtils, il dessina la silhouette de chacun d'entre eux. Puis il y ajouta les vêtements, en prêtant une attention particulière à chaque détail. Une couleur moutarde pour peindre l'écharpe de sa mère, puis le costume bleu que porte son père, ainsi que le grand chapeau qu'il utilisait pour se protéger à la fois du froid et du soleil. Après avoir dessiné ses parents, Vincent finalisa les détails du tableau. En quelques coups de pinceau, il créa l'effet mouvant du fleuve. Son tableau avait pris vie. Théo ne pouvait pas y croire. Il n'avait jamais vu son village comme ça, de ce point de vue. Il comprit ce jour-là qu'il vivait dans un endroit de rêve, entouré par la beauté de la nature, de la rivière où les arbres s'y reflétaient comme dans un miroir. Après un dernier coup de pinceau, Vincent s'éloigna du chevalet, prenant de la distance pour observer son travail.
Il était très satisfait et changea son pinceau pour un plus fin. Il le signa en bas à gauche en utilisant le ton jaune caractéristique qui prédominait dans toute la peinture. Pour mon ami Théo, de Vincent. Il sourit et la prit dans les bras pour l'offrir à son nouvel ami comme cadeau de Noël. Les garçons grandirent ensemble dans ce village de rêve. Ils y passèrent de beaux et très longs moments ensemble. Leur famille trouvait toujours une occasion de se réunir et de faire la fête. Très souvent, Vincent parlait à Théo de son rêve de connaître Paris et d'y vivre en tant qu'artiste, un monde très différent de celui dont rêvait son père, qui l'encourageait à devenir médecin comme lui. Théo, de son côté, avait commencé à reprendre la boulangerie de son père, déjà âgé. Peu à peu, leur vie prit des chemins différents. À sa majorité, Vincent s'installa à Paris pour réaliser son rêve de peindre dans la ville lumière. Un après-midi froid d'hiver, Théo était dans sa boulangerie, buvant son café à la fenêtre en lisant le journal local. Parmi les articles, une image avait retenu son attention. La photo d'un tableau exposé à Paris. Étrangement, ce tableau lui était très familier. Il laissa sa tasse sur la table et alla de l'autre côté du magasin, où était accroché le tableau de son ami Vincent. Le titre du journal faisait référence au succès de l'œuvre Nuit étoilée sur le fleuve, évaluée à plusieurs milliers d'euros. Ses yeux se remplirent de larmes en regardant la dédicace de son ami sur le tableau. Il se souvint de cet après-midi chez Vincent, de sa dextérité et sa passion lorsqu'il peignait, et sut que le rêve de son ami était devenu réalité.